Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 14 juillet 2019, bonjour à tous et merci pour votre fidélité à Pyramide FM. En 1789, les Français avaient pris la Bastille. La Révolution française venait de vivre un de ses temps forts. Ce temps fort continue sans doute d'impacter une partie du monde. Ce dimanche, une petite partie de ce monde se retrouve à l'ambassade de France de Lomé. C'est la tradition des prises de photos, des accolades, des retrouvailles, des discours, des petits fous, des vins et des bouteilles de champagne. La classe politique togolaise est diversement représentée à ce 14 juillet. Il y sera à coup sûr question de démocratie et probablement de bons et de moins bons points aux sorties des deux élections intermédiaires au Togo. Il y a 2 semaines, les Togolais ont voté pour le choix des conseillers municipaux. La CENI a proclamé les résultats provisoires. La Cour suprême dira son dernier mot mercredi prochain. UNIR va-t-elle remporter effectivement 895 sièges d'élus locaux, très loin devant la C14 et l'ANC? En Afrique, les hautes juridictions ont rarement désavoué les commissions électorales nationales indépendantes. Après l'organisation des élections municipales, des voix se sont de nouveau fait entendre pour critiquer fortement les démarches de la commission. Pourquoi continuer d'affubler d'indépendante une structure qui continue de recevoir des ordres du ministère, s'indignent certains opposants. Le temps est-il enfin venu de passer un nouveau cap dans l'organisation des processus électoraux au Togo? L'année prochaine, le Togo va organiser son 3e processus en moins d'1 an et demi. L'élection présidentielle est sans doute dans bien de discussions et de prévisions. Les prévisions honnêtes ont placé l'organisation de primaires pour le choix d'un candidat. Jerry Tama et son parti vont organiser quel type de primaire? À l'américaine ou à l'africaine? Avec son futur candidat, le net n'est-il pas en train d'ouvrir à nouveau la voie à une foule de candidatures de l'opposition face au seul candidat d'UNIR? Ce candidat sera-t-il Fonya Singbe? En attendant, UNIR est sans doute aussi le président sortant. C'est Tipi Achadam qui lance l'idée de tous contre le 4e mandat, tous pour le rassemblement des forces opposées à ce 4e mandat. Mais quelles sont les chances du nouvel appel de l'homme dont on a perdu les traces depuis 2017. Cette année-là, le Togo vivait au rythme des mouvements de contestation. Aujourd'hui, le pays a tourné la page, mais s'est offert un nouveau rythme. Désormais, le Togo est secoué par une série de braquages. La semaine a eu son lot avec au bout au moins un mort. L'invité du jour est le politologue et essayiste togolais Madi Diabakate Mohamed. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde de ce D12 est assurée par Romaric Fetas. Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait un bail? Oui, ça fait effectivement un bail. Ça fait quelque temps. Oui, plus d'un semestre quand même qu'on n'est pas passé dans votre émission. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion également de vous remercier et de vous féliciter pour ce sacrifice du dimanche que vous faites depuis plusieurs années. Parce que préparer une émission pour cette audience, ça veut dire depuis le matin, vous n'avez pas la tête en place, tout ça. Et je pense que c'est ce genre de sacrifice que nous qui avons l'habitude de suivre l'émission à la maison, nous apprécions vraiment. Merci pour ces mots aimables. Je rappelle que vous aussi, vous faites beaucoup de sacrifices puisque vous promenez votre boss un peu partout sur le continent africain. Je rappelle que vous travaillez pour les Nations Unies. Et vous intervenez où actuellement? Je sais que vous étiez il n'y a pas très longtemps en Mauritanie. Oh oui, je viens de quitter la Mauritanie en attendant une nouvelle affectation. Les dossiers sont en cours de finalisation. Donc, une fois de plus, comme vous le dites, l'objectif, c'est toujours d'apporter notre expertise là où elle est sollicitée. Et en Mauritanie, j'étais là dans le cadre de l'appui aux réfugiés maliens qui sont venus du centre et du nord du Mali, qui se sont réfugiés à la frontière mauritanienne. Donc, un appui en termes de protection des réfugiés sur plusieurs aspects. Et l'un des aspects importants, c'est le caractère humanitaire de l'asile et surtout le caractère civil de l'asile, parce que vous savez que le Mali est mouvementé aujourd'hui avec la présence de plusieurs groupes armés. Alors il faut que ces réfugiés qui traversent la frontière, on puisse s'assurer que ce sont vraiment des réfugiés et non des combattants qui viennent se loger là-bas. Mais également, ces réfugiés qui traversent la frontière, c'est des gens qui arrivent la plupart du temps sans documents, sans aucun papier. Il faut leur offrir l'assistance
légale, leur offrir la documentation pour leur permettre quand même de retrouver leur identité, mais surtout durant leur séjour, leur apporter toute l'assistance nécessaire dans une terre étrangère. Donc c'est un peu les grandes lignes de nos interventions. La Mauritanie, il faut le rappeler, a longtemps appartenu à la CEDEAO avant que ce pays ne décide de sa sortie il y a quelques années. Maintenant, comment est-ce qu'on peut apprécier la situation politique sur place? Bon, je dirais que la Mauritanie, si nous tenons compte de l'actualité, il y a deux éléments. Sur le plan sécuritaire, la Mauritanie est devenue aujourd'hui un havre de sécurité et de paix parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années pour renforcer la sécurité. Et aujourd'hui, dans la région, vous constaterez que la Mauritanie est le seul pays qui n'est pas encore touché par les groupes armés terroristes et autres parce que vous savez, la situation du Mali concerne directement les pays que sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et la Libye, bien sûr. Donc, de tous ces pays où aujourd'hui on a des attaques, tout ça, c'est la Mauritanie qui est la seule zone stable. Donc, sur le plan sécuritaire, on peut dire que la Mauritanie a fait beaucoup de progrès. Maintenant, sur le plan démocratique également, vous savez que, entre-temps, il y a eu un coup d'État qui a conduit le président actuel au pouvoir. Et il vient de finir ses 2 mandats. Il n'a pas cherché à se rendre indispensable. Donc, il n'a pas modifié les thèses. Il a pu trouver un dauphin également qui a participé aux élections et qui a gagné, même s'il y a aujourd'hui une certaine contestation de certains partis de l'opposition. Les analyses, les observations font quand même montrer que le candidat du pouvoir a bénéficié de la force et de l'influence, mais surtout du positionnement du pouvoir pour pouvoir se faire élire. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que la Mauritanie, son séjour hors de la CEDEAO a été bénéfique. Et vous savez que la Mauritanie a également sa propre monnaie, une monnaie qui également aussi permet à la Mauritanie aujourd'hui de pouvoir contrôler son économie, de pouvoir s'affirmer par rapport aux autres pays. Donc, ils ont leur MRU qui est là et qui a une forte valeur. D'une certaine manière, c'est quand même une référence. La Mauritanie qui a sa propre monnaie, le président sortant qui vient de faire 2 mandats. Et quels peuvent être éventuellement les impacts de cette posture sur d'autres pays de la sous-région? Non, je pense que les autres pays ne peuvent que essayer de s'inspirer de ce qui est positif en Mauritanie. C'est vrai qu'en Mauritanie, il y a d'autres critiques aussi par rapport aux droits de l'homme et autres. Mais sur les axes principaux, il y a quand même du potable à prendre. Aujourd'hui, quand vous voyez l'actualité et autres, vous vous dites que ceux qui ont fait le pari de sortir de la zone CFA et autres ne s'en plaignent pas réellement. Donc, il y a quand même un acquis à consolider et qui peut aider à s'inspirer également les autres. La CEDEAO, c'est 15 pays, c'était 16 pays, moins maintenant la Mauritanie. Et au sein de la CEDEAO, on parle de plus en plus de monnaie, puisque vous évoquez la monnaie mauritanienne. Vous me rappelez la dénomination? C'est le MRU. MRU. Le MRU mauritanien. On aura bientôt l'écho ouest-africain, c'est le nom que va prendre la nouvelle monnaie ouest-africaine. Est-ce que vous croyez en cette entreprise? Bon, je ne peux que y croire et appeler à ce que cela soit, parce que vous savez, la monnaie reste un élément important dans tout pays, et quand vous avez votre propre devise, vous pouvez mieux contrôler votre économie, vous pouvez mieux lancer des projets d'investissement, vous pouvez mieux faire des grands travaux. Donc, si vous avez votre propre économie, ça veut dire que c'est vous qui essayez de réguler et c'est vous qui créez les besoins pour lesquels la monnaie peut servir. Alors, quand vous prenez aujourd'hui l'espace CEDEAO, il y a plusieurs pays, au moins il y a, disons, 7 pays de la zone, non, je pense 8 de la zone, qui ont leur propre monnaie et qui s'en sortent, disons, positivement par rapport à ceux qui se retrouvent dans le CFA, mais sont obligés aujourd'hui pour décider de leur position économique et autres, de se référer aux instructions, comme on le dit le plus souvent, d'une banque centrale qui, elle aussi, se réfère aux instructions d'une banque française. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette liberté. Et également, il y a un deuxième challenge, c'est que il y a les banques centrales, mais on sent que ces banques centrales ne fonctionnent pas de façon autonome. Elles sont plutôt sous le coup d'instructions politiques, donc ce qui ne permet pas vraiment à l'économie de voler de ses propres ailes.
Alors, le contexte aujourd'hui, c'est peut-être travailler à ce qu'on puisse arriver à cette monnaie. Mais l'échéance 2020, je n'y crois pas trop, même si il y a un semblant qui a été fait hier avec l'UEMOA qui s'est retrouvé à Abidjan. Sauf que la déception à la sortie de cette rencontre d'Abidjan, c'est de dire que la nouvelle monnaie sera arrimée provisoirement à l'euro pour la stabilité, comme on le fait aujourd'hui pour le franc CFA. Donc ça veut dire que vous prenez quelqu'un qui est en treillis, vous le mettez en boubou et vous dites qu'il a changé alors qu'en réalité c'est la même personne. Donc ce provisoire-là vous inquiète? Oui, non, parce que moi je suis d'accord. Hein. Vous savez, toute monnaie dans le système de change international est arrimée à une devise. Et aujourd'hui, la devise officielle, c'est le dollar sur lequel tout le monde s'aligne. Mais je suis d'accord qu'on peut s'arrimer à une devise étrangère. Mais laisser les leviers à ceux de la devise étrangère, je pense que c'est là où le bas blesse. Sinon, nous n'avons aucun problème avec l'euro en tant que devise étrangère. Mais les règles concernant l'usage de cette monnaie ne peuvent pas normalement être laissées à la discrétion de la France, pour ne pas dire de la zone euro. Prenez aujourd'hui le dollar. La Fed décide des taux directeurs. C'est la Fed qui le décide. Ce n'est pas le président américain qui le décide. C'est la Fed qui en décide et c'est la Fed qui s'est régulée par rapport au marché. Alors si aujourd'hui nous allons à l'écho et qu'au même moment nous n'avons pas de banque centrale qui puisse décider de la vitalité de cette monnaie, il y a problème. Vous prenez aujourd'hui les Chinois, ils ont leur monnaie. Ils essaient de rendre cette monnaie viable et font tout pour que cette monnaie ne soit pas au-dessus du dollar. Ils jouent avec le jeu de change parce que c'est eux qui contrôlent leur monnaie et c'est eux qui ont la latitude de le faire. Mais le contexte actuel dans lequel on est et on nous parle de stabilité, c'est un faux débat. Cette stabilité, elle n'est pas pour le citoyen à l'intérieur. Elle est peut-être pour ceux qui vont s'offrir des biens à l'étranger et autres. C'est eux qui peut-être cherchent une relative stabilité qui finalement pèse sur le citoyen à l'intérieur et pèse sur la production locale. Alors que pour pouvoir mieux se positionner à l'international, il faut renforcer le niveau local. Vous prenez aujourd'hui le simple fait que nous sommes dans cette logique, elle ne nous permet pas de faire même des investissements. Prenez le taux, aujourd'hui vous allez dans n'importe quelle banque, regardez à quel taux on nous prête de l'argent. Ce n'est pas à moins de 10%. Alors que vous allez dans les pays occidentaux, vous retrouvez des gens qui font des prêts à 2%, à 3%, à 4%. Parce que c'est interne, c'est comme ça qu'on le fait. Et on fait ces prêts, que ce soit des prêts de consommation, des prêts d'investissement, on le fait pour que l'économie nationale puisse prendre de l'aile. Mais le contexte dans lequel on est aujourd'hui, s'il faut appeler le CFA maintenant ECO et continuer par recevoir les instructions de quelqu'un à Paris, je pense que nous n'avons pas franchi le pas. Nous avons donc visiblement le positionnement ou la lecture des pays francophones. Est-ce que vous pensez que des pays comme le Nigeria ou le Ghana ils vont être d'accord avec ce qui est en train de se dessiner? Voilà, la formule qu'il propose aujourd'hui, c'est un écho graduel. Donc ça veut dire que, comme on l'a fait dans le cas de l'Union européenne, certains ont commencé, d'autres sont venus se rallier. Donc en réalité, nous restons dans le statu quo. Le CFA qui était là, on l'appelle l'écho. Et on dit aux autres, quand vous serez prêts à nous rejoindre, on verra comment le transformer. Mais quand vous prenez des pays comme le Nigeria, parce qu'au début, quand on discutait de cette monnaie, il y avait quand même des facteurs de convergence qui ont été déterminés. Il faut aujourd'hui amener ces pays, différents pays, à aller vers ces facteurs de convergence. Et si ils arrivent, ils pensent qu'ils peuvent se mettre ensemble, tant mieux. Mais vous voyez, on a beau être 8 dans la zone UEMOA et prétendre avoir un nombre représentatif et majoritaire, le Nigeria à lui seul fait les 2/3 du PIB de la zone CEDEAO. Donc vous avez beau être 8, vous ne pouvez pas parler de monnaie sans prendre en compte les préoccupations et les exigences du Nigeria. Après le Nigeria, vous retrouvez le Ghana bien sûr. Même si aujourd'hui le cours du pétrole et autres influencent ces monnaies, ce qui est normal d'ailleurs, ce n'est pas une surprise, ils ont leur mot à dire et ils ne viendront pas dans dans un deal qui ne fera pas leur avantage. Ils ont eu suffisamment du temps pour contrôler eux-mêmes leur monnaie,
Mais ils ne vont pas chercher maintenant à ramener leur monnaie sous le contrôle de la France comme les autres l'ont fait depuis des années. En fait, ce que beaucoup de la zone UEMOA craignent et qui me fait sourire, c'est que, effectivement, quand vous rentrez dans une monnaie fluctuante, vous avez peur parce que si vous ne gérez pas bien, ça se fait sentir en même temps. On n'a pas besoin de beaucoup de temps avant de voir que ça ne va pas. Et les gens se cachent effectivement derrière cette stabilité présumée du franc CFA pour faire n'importe quoi dans l'économie. Et moi, en réalité, le seul mérite que je reconnais au franc CFA, c'est que justement, il nous permet d'éviter que la mauvaise gouvernance, les prédateurs qui sont là, ne fossoient purement et simplement l'économie des pays qui les ont. Mais aujourd'hui, si on veut aller de l'avant et travailler dans un esprit régional, il faut que les gens prennent le risque de s'assumer et d'aller avec une monnaie qui peut être arrimée à plusieurs devises, pas forcément à l'euro uniquement. On peut l'arrimer à plusieurs devises, ce qui permet quand même de garder la monnaie compétitive. Quand on évoque la monnaie, il y a sans doute des questions politiques qui sont adjacentes, mais également des questions de développement. Vous connaissez le MRU, vous avez parlé du MRU mauritanien. Il y a le Cedi ghanéen que vous connaissez sans doute. Vous connaissez également le Naira du Nigeria. Est-ce que ces monnaies-là locales ont pu assurer d'une certaine manière un relèvement du niveau de vie des populations? Je parle là de questions de développement. Oui, non, je pense que ces monnaies locales, quoi qu'on dise, permettent quand même au niveau de la population locale à chacun de valoriser ce qu'il fait. Et elles permettent également de faire de grands travaux qui permettent de relancer l'économie. Vous savez, j'ai été impressionné la première fois que je suis arrivé en Mauritanie parce que j'ai pris le plaisir de voyager par route. Imaginez pour moi faire 1700 km par route et bitumé en plein désert. C'était assez intéressant, assez impressionnant. Et pourquoi est-ce qu'ils en ont été capables? Justement, c'est parce que eux-mêmes, ils ont leur devise, ils savent les enjeux qu'il y a et ils créditent, ils font les travaux en conséquence pour que cela puisse apporter un coup à l'économie. Parce que quand vous vous retrouvez dans une zone si désertique comme ça, avec 1700 km de route, est-ce que vous avez un problème de mobilité? Non, vous ne l'avez pas. Est-ce que les produits peuvent accéder facilement des zones de production vers les zones de distribution? Comme nous le disait sur les bancs, on dit le développement, la route du développement passe par le développement de la route. Donc, ce sont des choses que les gens peuvent faire, mais le plus important, c'est de s'assurer qu'il y ait une bonne gouvernance. Parce que ce n'est pas seulement changer la monnaie qui compte, c'est une question de gouvernance. Si vous mettez des gens qui ne savent pas les enjeux ou les intérêts, ils vont continuer par garder les mauvaises pratiques et ça ne changera pas. Donc, au-delà de tout ce qu'on a beau dire aujourd'hui de la monnaie ou du franc CFA, c'est une question de gouvernance dans nos États. Est-ce que nous avons des institutions qui permettent de réguler la gouvernance? Est-ce que nous avons des institutions qui permettent d'engager la responsabilité de ceux qui gèrent mal les deniers de l'État? C'est là tout le problème. Pour que la population à la base puisse se sentir à l'aise, c'est justement que les efforts que nous faisons, les recettes auxquelles nous contribuons, les taxes que nous payons puissent être utilisées à bon escient, ne passent pas par des fuites pour ne servir à rien. Et c'est ça le véritable enjeu. Ce n'est pas le nom de la monnaie, mais c'est la bonne gouvernance à tous les niveaux de l'appareil administratif. Avec la nouvelle monnaie en construction ou à venir, l'éco, on sent la solidité des rapports que la France, et notamment Paris, entretient avec les pays africains, puisqu'à Abidjan, quand vous évoquez la réunion de l'UEMOA, on a évoqué cet arrimage à nouveau avec l'euro et donc avec Paris. Mais quelque part, le président guinéen Alpha Condé a appelé il y a quelques jours à la révision des rapports qu'il y a entre les capitales africaines et Paris. Comment revoir justement ces rapports? Non, je pense que c'est un peu, je ne sais pas, ce sont des incantations. Parce que vous avez vu, le président Macron était déjà venu et a dit, si quelqu'un n'est pas satisfait du franc CFA, qu'il en sorte. Ce qui veut dire qu'en réalité, que pour lui, il n'y a pas d'obstacle. Condé également qui dit qu'il faut revoir les rapports. Alors aujourd'hui, la vraie question qui se pose, où est-ce qu'on va? Est-ce que nous allons vers l'éco
ou bien nous voulons renégocier les rapports du franc CFA. Il faut qu'on poursuive un seul lièvre à la fois. Il ne sert à rien de prendre la dynamique de l'éco et de chercher à rediscuter des rapports que nous avons aujourd'hui avec ces monnaies. Surtout venant d'un pays comme la Guinée qui a déjà rompu avec toutes ces pratiques et qui a sa propre devise. Donc il faut pas tourner ou bien rester dans cette dynamique de serpent de mer. Au-delà de la question de la monnaie, je crois que l'appel du président guinéen va également sur des questions politiques. Non, je pense qu'il y a les accords ACPUE que beaucoup de gens sont en train de revoir aujourd'hui, ou bien appellent à revoir, mais cela me pose également un problème, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la zone de libre-échange. Ce qui veut dire en réalité que dans le cas du commerce international, vous ne pouvez pas avoir des accords avec un acteur et ne pas en faire profiter d'autres acteurs. Donc ça veut dire, soit vous mettez fin aux accords ACP-UE et vous mettez tout le monde dans la dynamique de la zone de libre-échange et on définit de nouveaux accords, mais continuez pas à faire des accords bipartites, par procuration, ça et là. Ça ne fait que fragiliser la nouvelle dynamique qui est enclenchée. Il est évident aujourd'hui, quoi qu'on dise, que dans la plupart de nos pays, la France n'est plus cet acteur traditionnel de notre économie. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être ouverts sur plusieurs acteurs, même si certains sont moins regardants sur certains aspects de la gouvernance. Il faut quand même aujourd'hui que nos États cherchent dans leur rapport à tirer le meilleur profit pour l'État. Et tirer le meilleur profit pour l'État, c'est un peu comme un appel d'offres publiques. Vous dites, c'est ça que je veux faire, et les gens viennent à vous pour vous dire, voici ce que moi je vous propose. Et vous voyez ce qui vous arrange, ce qui arrange votre État, et vous optez pour cela. Mais cherchez à privilégier toujours le dialogue, que ce soit avec la France ou l'Union européenne, dans la dynamique d'un monde global dont nous parlons aujourd'hui. Je pense que ce sont de mauvais réflexes qu'il faut cesser d'avoir. Vous dites que Paris n'est plus seul. Sur le plan économique, on le sent, mais sur le plan politique, Paris paraît toujours très déterminant. Non, sur le plan politique, il y a ce qu'on appelle le parrainage. Paris est le parrain. Donc, pour que les autres agissent, bien évidemment, ils doivent se renseigner, savoir quelle est la position de Paris sur une question. C'est comme cela que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la dynamique, c'est que ce sont nos panafricanistes de circonstance qui, à un moment donné, crient que Paris est une menace, quand Paris ne les épaule plus. Mais quand le Paris épaule tout le monde ne le voit pas comme une menace. Donc, c'est dire que aujourd'hui, Paris est là, mais Paris n'a plus la grande marge de manœuvre qu'il avait de par le passé. C'est qui les panafricanistes de circonstance? Non, les panafricanistes de circonstance, ce sont ceux qui peut-être sont là et disent non, que l'Afrique doit se relever, mais qui posent des actes qui, à mon avis, ne vont pas dans ce sens. Et comme nous sommes dans ce débat, vous avez avancé un exemple. Moi, vous savez que je suis toujours droit dans mes bottes. Vous venez de parler du président guinéen. Ça, c'est du panafricanisme de circonstance parce que depuis, lui aussi, il entretient un flou sur un débat de révision de constitution chez lui. Il faut qu'il mette fin à ce flou. Et mettre fin à ce flou, il est clair. Il n'y a pas lieu de réviser la constitution pour qu'il se présente. Il n'est pas indispensable. Avant lui, d'autres ont fait. Après lui, d'autres le feront. Donc, pour moi, quand les gens commencent par s'accrocher au pouvoir et que la France veut leur faire un peu de morale, ils commencent par se mieux en panafricanisme. Je dis non. On l'a vu également avec le président tchadien qui, à un moment donné, est même venu dire que c'est la France qui lui a forcé la main pour être candidat. Après, il vient faire des mea culpa. Je dis non. Ça, c'est des panafricanismes de circonstance. Ce n'est pas lorsqu'on a des mauvaises relations avec la France qu'on se dit panafricaniste. Il faut savoir ce qu'on veut. Et pour atteindre ce panafricanisme, déjà, imposons-nous dans nos pays et remettons les choses à plat dans nos pays. Donnons une vision à nos pays. Aujourd'hui, quoi qu'on dise en Afrique, tout le monde va prendre des leçons chez Kagame. Tout le monde va prendre des leçons chez Kagame. Pourquoi ? Justement parce qu'en matière de gouvernance, Kagame a su poser des actes concrets. En matière de droits de l'homme, on aura toujours à redire. Mais en matière de gouvernance, Kagame a su poser des actes concrets. Et vous allez même voir que le passage de Kagame à la tête de l'Union africaine a porté des actes concrets. Au point où il a été obligé, pour s'assurer qu'après son départ, ses efforts ne resteraient pas
dans l'oubli, il a tout fait avant son départ pour faire avancer la plupart des dossiers qu'il avait mis sur pied, à commencer par cette zone de libre-échange, à commencer par la zone de transport aérien. Donc, il y a des problèmes que nous pouvons régler aujourd'hui en Afrique et pour lesquels on n'a pas besoin de crier au voleur en parlant de l'ancienne puissance colonisatrice. Ce 14 juillet, c'est dimanche, donc, et à ce moment, plusieurs de nos compatriotes, des acteurs politiques, se sont empressés dans les jardins de l'ambassade de France. Certains ont dû même décliner notre invitation pour cette émission parce qu'ils sont invités là-bas. Parlons du Togo et de ces relations que Lomé entretient avec Paris. Et Paris, pour ce qui concerne le Togo, ne demeure-t-il pas encore au cœur du jeu politique togolais? Non, il est évident que Paris demeure au cœur du jeu politique togolais. Et pour taquiner un peu, je dirais que même le panafricaniste Tipi, à un moment donné de la crise, a appelé la France à parler. Ce qui veut dire que nous sommes tous conscients que Paris détient certains leviers dans la résolution de cette crise. Alors, quelles doivent être nos relations avec Paris? Nous ne sommes pas dans la dynamique, quand on parle de panafricanisme, d'une rupture totale de relations avec l'extérieur. Mais c'est peut-être une redéfinition de l'approche qu'on a avec ces partenaires traditionnels, si on peut les appeler ainsi. Donc aujourd'hui, Paris vous dira que il œuvre pour que ça évolue au Togo, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la transparence des processus électoraux. Mais beaucoup sont conscients que Paris peut aider à faire plus que ça. Et c'est normal d'être preneur s'il y a quelqu'un qui peut aider à faire plus que ça. Mais quand Paris, dans ce jeu, qu'est-ce qu'il attend en contrepartie? C'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les plus grandes concessions qui sont faites aujourd'hui au Togo, moi je vais prendre deux domaines importants, que ce soit le port autonome, que ce soit aujourd'hui l'ère de la téléphonie mobile ou bien du numérique pour parler de la fibre et autres, vous verrez que tout cela est passé dans le giron des entreprises françaises. Et d'aucuns disent même que c'est peut-être ce qui a été mis en balance, dans la balance pour pouvoir s'assurer du soutien de Paris. C'est normal, puisqu'on dit toujours que la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Mais aujourd'hui, 14 juillet, cela m'amène à une réflexion très intéressante. La France, est-ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'à un moment donné, ce 14 juillet, des gens ont pris sur eux la responsabilité de franchir un cap, de redéfinir la France. Et c'est cette France redéfinie qui aujourd'hui défend ses intérêts un peu partout dans ces ex-colonies comme le Togo. Alors, ça veut dire que le rôle de Paris, il sera toujours là. Qu'on le veuille ou pas, Paris aura toujours une influence au Togo. Mais tout dépendra de celui que Paris aura en face de lui. Si Paris a en face de lui quelqu'un qui a forcément besoin de Paris pour exister, Paris pourra faire ce qu'il veut. Mais si Paris a en face de lui quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de lui pour exister, Paris pourra toujours faire des propositions gagnantes. C'est un peu ça que moi je vois, mais je ne vais pas me cacher du fait que les influences de la France sur la classe politique togolaise sont exactes. Nous avons vu, tout le monde va à Paris, que ce soit l'opposition ou que ce soit le pouvoir, tout le monde fait des tours à Paris pour montrer sa bonne foi et solliciter l'appui de Paris. Mais quelque part, là, on semble être dans une sorte de comédie, puisque tout le monde clame haut, notamment les Français, qu'avec la France, avec l'Afrique, c'est fini, que les Africains, c'est eux-mêmes qui décident de leur sort. Non, vous savez, la comédie, c'est le propre de l'homme. Et cela me rappelle ces philosophes Démocrite, qui disait le plus souvent, parce que c'est un philosophe qui, chaque fois qu'il sort en public, ne faisait que rire. Et il rit de l'humanité, il rit des personnes en disant, les gens sont dans ce qu'ils sont parce qu'ils ont fait ce choix. Et au lieu de les plaindre, ils préfèrent rire. Contrairement à Héroclite qui dit le plus souvent, les gens sont dans ce qu'ils sont et c'est triste, c'est pourquoi lui sort toujours avec une mine triste pour essayer de comprendre cette situation et d'y travailler. Donc je dirais que quand vous prenez les deux côtés, Paris est le porte-étendard, droit de l'hommiste, pays des libertés, pays qui a œuvré pour la lutte contre l'esclavage. Bref, Paris a un étendard,
un label qu'il vend. Mais en deçà de Paris, il y a d'autres qui disent à Paris, tu ne peux exister si tu ne fais ça. Le plus souvent, moi, je fais ce rapprochement en disant que lorsqu'on dit que l'Égypte est un don du Nil, la France est un don de l'Afrique. Tel que l'Égypte ne peut pas vivre sans le Nil, c'est de la même façon que la France ne peut pas vivre aujourd'hui sans l'Afrique. C'est son précaré. La France a perdu partout et c'est pourquoi en Afrique, ils ne sont plus prêts à perdre. Ils sont prêts à utiliser tous les moyens, à faire toutes les concessions pour rester implantés. Aujourd'hui, toutes ces multinationales qui sont chez nous et qui gagnent des marchés, tout ça, ça profite aux citoyens français. Donc, Paris fera toujours le jeu qui va dans l'intérêt de ces multinationales, tant que ça peut, de par moment, frôler un peu avec la morale et le bon sens. À vous écouter, la France n'a pas le choix. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'Afrique? L'Afrique n'a-t-elle pas d'autre choix? Bon, l'Afrique a effectivement d'autres choix. Mais je disais tout à l'heure que tout dépend de ceux qui représentent au niveau de l'Afrique. Si ceux qui représentent savent qu'ils ne peuvent exister que par l'appui de la France. Vous savez, il y a Platon dans le 22e dialogue qui discutait avec le roi et lui disait un roi n'a pas besoin de se faire entourer, n'a pas besoin de se faire sécuriser. S'il le fait, c'est qu'il n'est pas accepté par son peuple. Et à partir de ce moment, si en Afrique, nous avons des gens qui ne sont pas vraiment en communion avec leur peuple, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire le jeu de Paris par moment pour pouvoir rester dans la balance. Et à partir de ce moment, Paris ne va que en profiter. Maintenant, vous prenez, aujourd'hui, prenons juste le Ghana voisin qui s'est affranchi du FMI. Le Ghana voisin qui prend de grandes responsabilités aujourd'hui pour s'affirmer, pour être vraiment ce pays modèle. Donc, parce que déjà, au Ghana, le président qui est là aujourd'hui, il n'est pas venu là-bas ex nihilo. Il a un parcours. Il a une onction populaire. Il a une force qu'il a mise là-bas. Ce n'est pas au lendemain d'élections entachées de critiques et autres qu'il est venu à ce poste. Et il est là, il fait son travail en toute sérénité parce qu'il sait qu'il va partir dans 10 ans au maximum. Et s'il ne fait rien dans 10 ans, il ne pourra rien faire après et c'est lui qui n'a pas été à la hauteur. Mais quand vous êtes dans un contexte où les uns et les autres se disent laissez-moi, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans, j'ai fait 20 ans, je n'ai rien fait, mais je pense que dans 5 ans, j'aurai l'inspiration pour mieux faire. Vous vous retrouverez que ces gens seront face à Paris et feront les courbettes de Paris pour que Paris puisse les aider à faire certaines choses. Et en retour, Paris aussi prendra ce qui lui revient de droit dedans. Est-ce qu'on peut dire aussi que Paris est là parce que c'est dicté aussi par l'histoire? Aujourd'hui, on sait que Paris est dans la bande sahélo-saharienne, dans le cadre de la force Serval et puis de Barkhane. Paris sera là sans doute avec la force G5 Sahel. Oui, G5 Sahel. Paris est obligé d'être là? Non, ce n'est pas la force. Paris doit être là. Paris doit être là parce que... Parce que les terroristes sont là? Non, pas parce que les terroristes sont là, mais parce que Paris a permis l'arrivée des terroristes. Il faut qu'on soit fier en relatant l'histoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette bande n'est que la suite du renversement de la Libye. Et c'est ce qui a créé tout ce qu'on a aujourd'hui. Qui sont allés foutre le désordre en Libye? C'est bien évidemment la France qui était le tête de l'élite. Et aujourd'hui, ils sont là, peut-être dans la logique de ce qu'on appelle le service après-vente. On ne peut pas remercier la France pour l'intervention qu'elle fait aujourd'hui dans cette zone. Parce qu'elle est en réalité à la base de ce qui se passe dans cette zone. Donc, elle ne fait que venir sauver ce qu'elle a créé. Voilà, donc Paris ne peut qu'être là. Paris ne peut pas laisser ça entre les mains seulement des Africains, alors qu'il était à la base de ceux qui ont créé ça. Et aujourd'hui, il est évident que le monde, il est réparti. Chacun a sa zone d'influence. Les Américains n'ont rien à foutre dans la zone africaine pour le moment. Ils ont des positions statiques, bien sûr, mais la zone francophone, Paris en a fait son fief et Paris est toujours apte et disponible à mettre le plus de moyens possible pour travailler là-bas. Sincèrement, aujourd'hui en France, tous ces équipements français-là, ça servira à quoi en France? Il faut les utiliser quelque part. Donc Paris ne fait que utiliser ces moyens dans des situations pour lesquelles sa responsabilité
peut être engagé. Justement, ces moyens dont dispose Paris, est-ce que ça lui sert quelque part à faire du chantage sur certains régimes africains? Non, bien évidemment, parce que les régimes africains, malheureusement, les populations ne voient que les conséquences immédiates. Elles ne voient pas comment dit-on, les sources lointaines. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la situation au Mali, le premier à être insulté, c'est le président malien. On lui dit, vous n'êtes pas à la hauteur de votre travail. Ainsi que les autres pays, on dit l'État n'est pas à la hauteur, la sécurité n'est pas à la hauteur, l'armée n'est pas à la hauteur. Donc, à partir de ce moment, Paris vient très gentiment et dit, bon, voilà, moi j'ai la technologie, j'ai l'équipement, j'ai l'effectif, je peux vous accompagner dans ce que vous faites, ou bien dans les problèmes auxquels vous faites face. Moi, j'ai déjà anticipé ça, j'ai pensé à ça, et j'ai la stratégie adaptée. Oui. Donc, il y a ce semblant de chantage. Mais au même moment où on accepte ce tapis de Paris, il faut avoir la sincérité de dire à Paris, c'est toi qui m'as mis dans ça. Aujourd'hui, plusieurs pays africains sont infectés par ce qui s'est passé en Libye, même dans nos pays, au Togo. Aujourd'hui, on sait que les forces de l'ordre sont présentes un peu partout parce qu'il y a cette menace qui plane sur tous nos pays. Vous savez, moi, je suis de ceux qui disent il ne faut pas chercher les poux sur la tête de quelqu'un qui a un crâne rasé. Nous tous, on sait comment est-ce que les gens commençaient par chercher les djihadistes dans ce pays. On a voulu le politiser. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que on traque des citoyens qui veulent exercer leur liberté de penser, leur liberté d'opinion, leur liberté politique. Et on a des voyous qui s'amusent à créer la terreur un peu partout dans la capitale. Non, on parlera de braquage. Oui, c'est une façon de dire aujourd'hui que quand on me dit la menace, elle est là, nous l'avons tellement suscité nous-mêmes, nous l'avons vendu comme argument au point où on commence par l'apercevoir partout. Moi, je dis une chose. La menace terroriste, elle n'est possible que dans un contexte où il y a de la mauvaise gouvernance, où des gens se sentent exclus de la société, où des gens savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est ces gens que ces malheureux qui se prennent pour des musulmans recrutent, forment et viennent utiliser pour commettre leurs basses besognes. Donc, également, c'est normal d'avoir cette crainte dans la mesure où si la gouvernance n'est pas généralisée, ou s'il y a des exclus, des gens qui sont en marge de la société et qui ne se sentent pas à l'aise. Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux que de réduire cette menace et la lier justement à la mauvaise gouvernance? Non. Certains pays comme la France ont été frappés. Certains pays comme... Les pays comme la France qui ont été frappés, les jeunes en question, on les a retrouvés où? Ce sont des jeunes qui viennent de communautés étrangères et qui sont discriminés en France. Est-ce que c'est lié à la mauvaise gouvernance? Oui. D'une façon ou d'une autre, la gestion des communautés étrangères ou l'intégration des communautés étrangères n'est pas effective en France. C'est des îlots. Les communautés étrangères sont dans des îlots, ils se sentent exclus de la France. Et c'est là où on va recruter. En fait, il y a toujours un terreau favorable. Il ne faut pas crier qu'on a une opposition en face de soi, du moment où vous avez posé des actes qui permettent à cette opposition d'avoir des gens adhérents à sa cause. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en France et autres, c'est des gens qui se sont sentis exclus de la société, qui ont prêté le flanc à ces pratiques. Vous avez la chance de parcourir plusieurs pays africains, je l'ai dit à l'entame de cette émission, puisque vous travaillez pour les Nations Unies. La présence française ou l'impact, l'implication de la France dans les politiques nationales, est-ce que c'est partout pareil? Oui, bon, je ne dirais pas que c'est partout, mais pas forcément au même degré ou bien au même niveau. C'est un peu comme vous me direz que est-ce qu'on peut parler même d'impact de la politique française aujourd'hui au Rwanda? Je ne pense pas. Parce qu'il y a eu une guerre ouverte entre la France et le Rwanda avec le président rwandais. Mais aujourd'hui, nous sommes tous surpris de voir aujourd'hui le Rwanda qui manœuvre et revient prendre la tête de la francophonie. Donc, ce qui veut dire que la politique française, elle peut être recadrée par les États s'ils s'en donnent les moyens et les capacités. Dans d'autres pays, on prend la France pour le seul sauveur disponible. Dans d'autres, on le prend pour un partenaire qui peut aider à atteindre des objectifs. Et dans d'autres, on le prend pour un partenaire parmi beaucoup d'autres partenaires qui apportent leur contribution pour le développement des pays. Tout dépend des contextes et tout dépend de la base et de la légitimité de ceux qui dirigent. Aujourd'hui, la France célèbre donc la Révolution française, et des défilés ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Paris. Des rassemblements ont lieu actuellement
dans plusieurs ambassades un peu partout dans le monde. Pour les Africains, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme leçon de cette révolution qui a permis notamment à la France et aux Français d'avoir accès à une certaine liberté, à une forme de liberté. Et aujourd'hui, la France est citée un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Oui, je suis toujours d'accord qu'il faut tirer le positif. Le positif, c'est dire aujourd'hui que cette révolution, elle a abouti à une démocratie qui est assise, à une démocratie qui se régule par les citoyens. Même si les groupes d'influence font leur part, la démocratie française est régulée par les citoyens. Nous avons vu comment est-ce qu'un président en exercice, Nicolas Sarkozy, a été battu à plate couture par Hollande. Nous avons vu comment est-ce que Hollande, conscient du fait qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas tripatouiller les élections en sa faveur, a préféré ne pas être candidat et sortir de la course. Nous avons vu comment est-ce qu'un Macron, fort d'un soutien populaire, a commencé par mettre les pieds dans les plats, mais qui très vite s'est retrouvé face à ces fameux gilets jaunes qui lui ont fait comprendre qu'il faut revenir vers les Français à la base et mieux expliquer son projet et voir quelle est leur adhésion. Donc ça, c'est ce que moi je retiens de la démocratie française. Elle est aboutie à la suite de cette révolution. Et aujourd'hui, quand je prends la plupart de nos pays francophones, nous avons des démocraties en construction. En construction. D'aucuns disent que c'est des démocratures parce que les gens n'ont fait que redonner des aspects démocratiques à des dictatures existantes. Mais le citoyen africain ne peut que dire, si la France a pu arriver à ce niveau et le faire aujourd'hui, il est possible que nous puissions le faire nous-mêmes parce que la vie n'est qu'une succession d'étapes. On peut y arriver. Et deuxième élément que j'ai trouvé intéressant, vous verrez qu'aujourd'hui, par exemple, à l'occasion du 14 juillet, on montre un peu la proximité qu'il y a entre l'armée et la majorité des Français qui se retrouvent derrière cette armée, qui sont contents de cette armée. Vous avez vu un peu comment est-ce que Donald Trump, même après la dernière invitation à Paris, a voulu faire un défilé militaire chez lui, ce qui n'était pas dans la pratique américaine. Mais il a essayé coûte que coûte de faire quelque chose. Donc ça veut dire aussi que nous avons un problème fondamental avec nos armées en Afrique. Nos populations les voient plus comme des menaces au lieu de les voir comme des protecteurs, au lieu de les voir comme des gardiens. Nous avons une autre perception d'eux. Donc aujourd'hui, le citoyen africain aussi doit revoir quels peuvent être ses liens avec son armée, avec ses corps, les corps de l'armée, les corps de la sécurité et autres. Quelle proximité on peut arriver à cultiver. Parce que si on n'arrive pas à créer cette relation, c'est là où vous retrouverez dans des pays où l'autorité de l'État a disparu, vous retrouverez que la seule façon pour l'armée de mettre fin aux menaces terroristes et autres, c'est de pouvoir compter sur les renseignements et la collaboration des populations. Mais si vous ne créez pas cette confiance, ou si elle n'existe pas, vous ne l'aurez jamais. Donc, ce n'est que beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre. Aujourd'hui, j'étais dans un groupe où les gens disaient, même en matière de développement et de technologie, ce qu'ils ont vu aujourd'hui, lors du défilé, ils se sont dit, mais l'Afrique est en retard. Est-ce que nous pourrons un jour aussi avoir de telles capacités, de telles initiatives chez nous, ou seulement on va attendre encore dans 10 ans pour que la France vienne nous vendre cette technologie parce que obsolète chez elle et elle a déjà créé de nouvelles. Donc ce sont là vraiment les leçons que nous devons tirer et voir comment est-ce que nous pouvons faire mieux. Merci beaucoup, Madi Diabakate Mohamed. Vous êtes politologue et essayiste togolais. Les amis auditeurs vont devoir vous poser des questions comme c'est de tradition au D12. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous avons longuement parlé des relations franco-africaines à l'occasion de la célébration du 14 juillet. Et nous ne manquerons pas d'évoquer la politique nationale avec les dernières élections municipales et aussi la série de braquages dont est victime le Togo et notamment la capitale Lomé. Un dernier fait a eu lieu hier nuit à Béounou où des malfrats sont également intervenus. Nous allons au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Voyons, on vous appelle comment? Oui, c'est Pelé. Pelé, vous êtes en direct. Votre question. Merci. Bonjour, invité.
Bonjour, Monsieur Pelé. Oui, d'abord, concernant même le problème de la France en Afrique, et quelle réponse vous allez donner à ceux qui disent que au lendemain de l'assassinat de Sylvain Solutio, le Togo est devenu optionnel de père et de mère, et que la France a remis quelque chose à la famille Nyasingbe et qu'elle n'a pas encore prêt de la récupérer? Ça, c'est la première question. Donc, deuxième question, on n'est pas tombé dans le sujet, mais c'est concernant le braquage. Au Togo, ce qui se passe au Togo maintenant. Et le ministre n'a pas passé, est sorti pour faire le bilan. Il y a 44 ou bien 45, on vient de dire encore qu'il y a un braquage qui s'est passé hier encore, je ne sais pas. Bon, selon vous, en tant que responsable des Nations Unies, il faut combien de braquages pour que le ministre de la Sécurité démissionne? Merci. Je rappelle que notre ami Madi Diabakate n'est pas responsable des Nations Unies, il travaille pour le système des Nations Unies en Afrique. Donc, et surtout que je suis sur ce plateau en tant que Togolais, en tant que politologue et essayiste, mais pas au nom des Nations Unies, ce que je tiens à préciser également. Je dirais, en ce qui concerne l'assassinat de Olympio, vous savez, l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui au Togo, c'est celle de clarifier notre histoire. Et aujourd'hui, malgré les travaux de la CVJR, je pense que beaucoup de choses n'ont pas été faites pour essayer de revoir cet aspect de notre histoire. Et je dirais également qu'au lendemain de l'assassinat de Sylvanus Olympio, la France n'a pas traité directement avec Gnassingbé Eyadema. Il y a eu d'autres présidents qui étaient là et Gnassingbé Eyadema est venu rattraper les choses après. Donc c'est une façon de dire que la France, je l'ai dit, elle a ses intérêts avant tout et elle protège ses intérêts. Donc à partir de ce moment, aujourd'hui, nous avons un passif, c'est normal. Mais qu'est-ce que nous envisageons comme relation d'égal à égal avec la France demain, puisque nous ne sommes plus une colonie française? Et même la mort de Sylvanus Olympio également, on l'a rattaché à cette volonté de pouvoir faire sa propre monnaie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau débat avec l'écho qui arrive. Qu'est-ce que nous avons comme vision par rapport à ça? Je pense que c'est dans tout cela qu'il faut voir à quel rôle nous allons confiner la France. Mais quand vous vous référez à ce qui a été fait hier à Abidjan, la France est toujours dans le même rôle malheureusement. La deuxième partie de la question de l'auditeur porte sur les braquages. Effectivement. En ce qui concerne les braquages, vous savez, on dit chaque pays a ses réalités. Et parfois, quand vous passez ça et là, vous comprenez que dans certains pays, ce qui s'est passé est largement suffisant pour que le ministre assume ses responsabilités pour n'avoir pas été à la hauteur de sa tâche. Mais j'ai l'impression que démission pour manquement, c'est quelque chose qui manque dans l'éthique togolaise en général. Les gens préfèrent être là et dire prochainement je vais gérer, et à chaque fois on continue par s'enfoncer. Mais il est évident aujourd'hui, la question des braquages, elle se pose avec acuité. Parce que quand moi j'ai écouté le bilan qui a été fait des 6 premiers mois, je me suis posé la question, sur ces 44, si j'ai bonne mémoire, 44 avérés, 5 tentatives, est-ce que il y a eu quoi comme action ou bien combien ont été arrêtés? Mais tous ceux qui ont été à la conférence de presse à qui j'ai posé la question n'ont pas été en mesure de me donner cette réponse, sinon qu'ils étaient à une conférence pour juste recevoir des statistiques. Et c'est là où normalement on engage les responsabilités. Toutes ces zones où il y a eu ces braquages, qu'est-ce que les enquêtes ont donné? Parce que j'ai l'impression que depuis plusieurs années au Togo, nous avons un refrain. Les enquêtes sont en cours. Et nous avons l'impression également que les moyens sont déployés à d'autres fins, plutôt que de penser à l'intérêt général que je dis. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que personne n'est à l'aise aujourd'hui pour se trimballer avec de l'argent pour aller faire quoi que ce soit. Beaucoup de Togolais ont peur. Et surtout avec l'incident d'hier où on va même chez les petits détaillants de Timoni qui gèrent des petits kiosques. Il y a lieu de s'interroger. Ça veut dire que si les banques n'étant pas accessibles, entre-temps, on prenait ceux qui sortaient des banques. Mais maintenant, s'ils ne sont pas accessibles, on va juste prendre ces petits-là qui font des transactions ça et là. Ça veut dire que la situation exige qu'on nous propose un nouveau plan. Deuxième auditeur, alors. Bonjour.
Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Pierrot. Oui, c'est monsieur C'est M. Djiboula. Didoula. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur Didoula, c'est Madi. Madi. S'il vous plaît, je voulais savoir si vous pouvez un peu nous commenter le discours de Tipi Azadam sur l'unicité de l'opposition. Vous pouvez nous donner un peu d'éclaircissement. Bien, merci. En deuxième niveau, s'il vous plaît. Oui. Et je voulais demander à M. Pierre s'il pouvait nous inviter le professeur Kafoum Boupa pour nous éclaircir sur le problème de l'écho. Merci. Merci, noté. Oui, allez-y. Okay. Merci. En ce qui concerne le discours de Tikpi Achadam, je dirais de ma position d'analyse que, une fois de plus, il a su rester dans son rôle. Ce rôle de fédérateur de l'opposition. Et il a fait tout un discours jusqu'à la fin, sans forcément indexer un parti, mais plutôt en appelant les uns les autres à cesser ce débat de qui a pris part au local, qui n'a pas pris part au local, mais de se focaliser sur un objectif qui est 2020. Et ça, c'est assez intéressant. Par ailleurs, il a nommément identifié des acteurs qu'il voudrait voir se positionner clairement sur la non-utilité d'une quatrième candidature. Et je dirais, dans tout ça, ce que je peux retenir, c'est que Tikpi a su une fois de plus faire preuve de grandeur en n'allant pas dans une politique de caniveau, mais en restant au-dessus de la mêlée et en ramenant les uns et les autres vers ce qui est utile au lieu des querelles partisanes. Et une analyse plus approfondie, je dirais, il est évident que 2020 est un objectif. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, 2020, est-ce que on veut faire partie Fonya Singbe par la voie des urnes ou bien on veut rester toujours dans la litanie de la révolution? Parce que si c'est la litanie de la révolution, il est difficile qu'elle puisse prendre encore parce qu'elle ne pourra pas prospérer. Mais quand c'est dans la dynamique électorale, qu'est-ce qu'on y fait? Parce que jusqu'aujourd'hui, on est conscient de deux choses. Que ce soit en 2018 ou récemment en 2019, beaucoup ne se sont pas fait enregistrer dans le fichier électoral. Ceux qui se sont fait enregistrer dans le fichier électoral ont montré à l'occasion des 2 dernières élections qu'elles ne sont plus intéressées par la chose politique. Ce qui nous amène à nous dire comment est-ce qu'on fait pour mobiliser en 2020 un électorat quasi inexistant dans le fichier pour pouvoir renverser les choses. Et à cette question, je conseillerais toujours aux acteurs politiques de l'opposition, au-delà de la réforme constitutionnelle qui aujourd'hui parle de 2 tours pour la présidentielle, ils doivent transcender et rester dans une dynamique qui est celle de peut-être proposer une candidature unique déjà dès le premier tour et non d'attendre le second tour. Et cette candidature unique, elle doit aller peut-être au-delà de l'opposition classique en soi-même. C'est peut-être se fédérer autour d'une personnalité qui pourra incarner une vision qui va au-delà de l'opposition et qui prend en compte l'intérêt des Togolais face aux candidats que le pouvoir pourra mettre en face d'eux. Si ces préalables ne sont pas faits et que chacun dans son coin crie « nous c'est nous » et chacun va en rang désordonné pour dire que on fera alliance au deuxième tour, j'aimerais juste leur rappeler que on vient de voir quelqu'un gagner au premier tour en Mauritanie alors qu'il avait la chance d'avoir une élection à 2 tours. Il y a une réponse déjà à cette intervention liée à l'union de l'opposition, c'est celle de Djeri Tama. L'union n'est plus une fatalité. C'est extrait de la déclaration à sa conférence de presse tenue cette semaine. Non, je pense que là où nous sommes aujourd'hui, M. Tama est dans sa logique à lui. Il a envie de jouer et de s'affirmer. Donc, il ne peut que dire que l'union n'est plus une fatalité. Maintenant, que l'union soit une fatalité ou pas, aujourd'hui, quand je prends les locales qui viennent de se passer, quand vous prenez même la plupart des conseils municipaux où unir n'a pas la majorité, même les forces de l'opposition, si vous les unissez, elles ne peuvent pas avoir la majorité pour contrôler ces conseils, à moins qu'elles fassent alliance avec unir. Donc, une façon de dire, on n'a pas envie de savoir qui est premier, qui est deuxième, mais on a juste envie parfois à un moment donné de mobiliser les gens autour d'un idéal. Et c'est ça le véritable enjeu. Donc, au-delà des réformes,
il faut aujourd'hui répondre à une chose à laquelle les Togolais ont répondu au lendemain d'août 2017. Une mobilisation et une union de l'opposition. Vous avez vu qu'à la bonne période de l'union de l'opposition, la population était toujours là et répondait. Mais la population a commencé par diminuer progressivement dès qu'elle a senti qu'il y avait des remous et que les vieux démons étaient de passage. Donc, si vous allez en 2020 en rang dispersé, vous n'aurez aucune mobilisation populaire autour de votre objectif. Mais si vous y allez en termes d'unicité, vous aurez peut-être l'impact que vous recherchez. Vous dites que Diéry Tama veut s'affirmer. Mais il y a une question qu'on peut se poser également quant à ce qui concerne Tikpi Achadam qui est intervenu à nouveau dans le débat. Que vaut aujourd'hui sa parole, puisqu'on ne le voit plus? Non, également, à cette question, je dirais, la parole d'Achadam, on peut dire qu'elle a toujours écho, puisque nous en parlons ici aujourd'hui. Sa parole a toujours, s'il dit quelque chose, on s'interroge là-dessus. Mais sur le sujet, moi, d'ailleurs, ce que je disais à certains, c'est qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment fait avec un J-Chris Olympio qui était un opposant qui jouait à l'extérieur. Il faut qu'aujourd'hui, Tikpi reprenne ses responsabilités et redescende dans l'arène. Peu importe les risques qu'il encourt, on dit en effet que c'est-à-dire, il a pris un engagement, il faut qu'il assume, c'est tout. Qu'il revienne et continue les choses sur le terrain. Nous retournons au téléphone avec les invités. Je rappelle à Didoula que nous avons bien pris note de sa proposition d'inviter ici Kakonouboukpo, le professeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, c'est Waris, j'appelle d'Azaon. Waris. Je salue notre invité, oui, Waris. Bonsoir, Waris. Ouais. J'ai deux questions à poser à notre invité. La première est l'affaire des braquages qui se fait de manière répétée de nos jours. Est-ce que, entre-temps, lors de la crise, le ministre de la Sécurité a dit que les armes circulent dans notre pays? Aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est ces armes qui sont tombées dans les mains de ces bandits et qui braquent les gens? Parce que, connaissant bien notre pays, n'importe qui ne peut pas détenir des armes. Donc, je voulais savoir si c'est ces armes qui circulent, qui sont tenues par ces bandits. Ma deuxième question est que, lors du passage du président Macron, je crois que c'est en 2016, au Burkina, devant les étudiants, il a fait un discours en disant que, dans ce discours, il a dit que il va clarifier la mort de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara. Est-ce que quelle diplomatie le Burkina a pu utiliser pour que, depuis 1987, jusqu'à cette année, c'est maintenant que la France veut bien faire les choses. Est-ce que nous pouvons le faire aussi au Togo ici pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le premier président Sylvanus Olympio? Je vous remercie. Bien, merci. Merci à vous. Merci surtout de nous écouter du côté d'Azaon. Nous saluons nos auditeurs de là-bas. Alors, je vais commencer par le dossier Sankara. Je dirais juste qu'il y a toujours les informations. Peut-être que nous ne sommes pas en possession des bonnes informations sur le Togo ou autre, sinon la France a toujours ces informations. Maintenant, tout dépend de la codification de ces informations. Il y a certaines informations qui, pour certaines raisons, sont toujours codifiées, secrètes, et auxquelles les gens n'ont pas accès. Mais il y a d'autres informations qui, après un certain nombre d'années, on peut les avoir et les consulter. Donc, au-delà de tout, j'inviterai seulement les uns et les autres à essayer de mieux réécrire notre histoire. Nous n'avons pas besoin des Français pour savoir ce qui s'est passé dans la mort de Sylvanus Olympio. Il y a des personnes ressources qui étaient là, il y a des témoins qui étaient là, qui peuvent nous dire réellement ce qui s'est passé dans cette affaire. Donc, je pense que nous n'avons pas à compter forcément sur la France, mais si la France peut également aider en mettant à disposition certains documents de l'époque qui ne sont pas classifiés, peut-être que cela pourra orienter les uns et les autres. Est-ce que les politiques togolais, notamment ceux qui dirigent le pays, est-ce qu'ils ont envie de savoir? Bon, c'est vrai que c'est plus la famille Olympio et certains
Togolais qui ont envie de savoir. Et ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, est-ce que déjà au niveau de la France pense que pour ses propres intérêts, est-ce qu'il y a lieu de donner les détails sur cette histoire? C'est là un véritable débat et ce n'est que la codification, la classification qui pourra nous éclairer. La première partie de la question de l'auditeur porte sur les braquages. Voilà. Non, je dirais que la question des braquages, ce ne sont pas des armes qui circulaient, dont on a parlé autre. Je vous ai dit qu'on a voulu à un moment donné transformer quelque chose en quelque chose. Ça, c'est un discours. Les braquages ne remontent pas aux affrontements qui ont eu lieu après le 19 août. Les braquages, on en a déjà vu à Lomé et on en a même constaté à l'aéroport international de Lomé, sur le parking. Il y a eu des braquages là-bas. Mais est-ce qu'à ce jour, nous avons les comptes rendus des enquêtes de ces braquages? Est-ce qu'on peut nous édifier sur l'issue de ces braquages? C'est là tout le problème. Donc, à partir de ce moment, il faut se questionner. Où est-ce que ça cloche? J'irai plus loin en parlant comme je parle aux gens ailleurs. C'est-à-dire, au-delà de l'incapacité de nos forces de sécurité à mettre fin à cette pratique, il y a également la complicité de nous-mêmes les civils quelque part. Parce que ces braqueurs, ce ne sont pas des génies. Ce sont des gens qui se lèvent quelque part dans une maison, qui s'organisent. Quand ils viennent braquer, ils retournent quelque part dans une maison. Est-ce que nous-mêmes, nous contribuons à dénoncer ces personnes? C'est là aussi une réalité. Parce que parfois, on se dit, ils n'ont qu'à faire. On s'en fout. On ne se sent pas concerné. On ne se sent pas concerné jusqu'au jour où on apprend par hasard que les braqueurs ont finalement pris pour cible notre petit frère, notre cousin, notre cousine. Et c'est là où on commence par crier que trop c'est trop, il faut dénoncer. Donc, moi, je dirais que le travail, il est à deux niveaux. Il faut que les populations puissent renseigner, puissent informer suffisamment sur ce que vous observez dans vos quartiers. Si vous constatez des choses comme ça, appelez, il y a des numéros de la police, appelez et faites part de vos observations. La police fera le travail qui est le sien plus tard. Mais il est évident aujourd'hui que, au-delà de la recherche de ceux qui ont commis déjà les forfaits, il faut mettre en place une réponse qui empêche les gens de recommettre de nouveaux forfaits. Pierrot, tout à l'heure, si moi je me hasarde à démarrer d'ici à Goué avec une voiture sans immatriculation, je vous rassure que je vais me faire racketter au moins par 3 ou 4 policiers. Je me ferai arrêter. Donc, des fois, je me demande aussi comment est-ce que ces gens peuvent circuler à Lomé sans être inquiétés. Au-delà de ça, il y a également certains qui disent qu'il faut chercher à comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons peut-être, par exemple, des gens qui ont été réformés? Quelle est leur situation? Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes sont suivies pour voir quelles activités ils mènent? Moi, c'est des possibilités. Il faut voir tous ces aspects. La façon dont les gens opèrent. Est-ce que c'est un petit civil comme vous et moi qui peut réfléchir et opérer comme ça? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a l'expertise? Je ne pense pas qu'il est de ma compétence d'apprendre aux spécialistes de la sécurité ce qui doit être leur devoir. Mais je pense que je peux quand même commenter et observer sur le fait que nous n'avons pas de réponse adéquate à cette situation et elle devient de plus en plus grave. Il y a Diritama qui est un ancien militaire qui propose par exemple que les forces de sécurité puissent se doter de des hélicoptères par exemple, histoire de suivre par les airs éventuellement et les braques si se replient. C'est un dispositif qui peut servir. Ça s'utilise dans beaucoup de pays. Tout dépend de l'alerte rapide qui a été mise en place. Combien de temps est-ce que habituellement, quand il y a un braquage, combien de temps est-ce que les forces de sécurité prennent pour répondre? Si le temps est très long, ça veut dire justement que même l'hélico viendra en retard, comme les voitures et autres arrivent en retard. Ici à Lomé, quand on prend les petits voleurs qui cherchent à fuir, parfois les émigrants les poursuivent. Mais c'est normal, je ne vais pas conseiller à un émigrant de poursuivre aujourd'hui quelqu'un qui est armé. Ce n'est pas son travail, il n'a qu'à rester dans son coin. Il n'a qu'à observer et faire compte rendu. Mais au-delà de ça, il y a également un aspect qu'il faut peut-être relever aujourd'hui, c'est que en ce qui concerne les transactions, je ne comprends pas aussi pourquoi est-ce qu'au Togo, nous voulons forcément que tout se fasse en liquide. Si quelqu'un veut faire une transaction de 20 millions, s'il me l'amène, sûrement que ça ira toujours sur mon compte à la banque. Pourquoi est-ce que vous m'apportez le liquide alors que vous pouvez faire un chèque ou même demander à votre banque de faire un virement sur mon compte? Je pense qu'il y a aussi des mécanismes comme ça que nous devons simplifier. Et là, j'en appelle également à nos banques de faciliter ce genre de processus.
et de pouvoir être aussi des banques dynamiques, c'est-à-dire des banques online où vous pouvez être à la maison et faire des transactions en toute sécurité et dans les délais. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierrot, c'est Oui. monsieur Tosso. C'est monsieur? Monsieur Tosso. Tosso. Oui, Ok. Tosso, allez-y. Bonjour Tosso. Oui, bonjour monsieur. C'est juste pour vous remercier pour la clarté dans vos propos. Merci beaucoup. Bon, concernant la Mauritanie, j'ai cru entendre qu'ils veulent encore revenir à la CEDEAO. Et revenir à la CEDEAO, cela suppose qu'ils vont, comme on est dans le débat concernant la monnaie unique, l'éco, qu'ils vont reprendre l'éco comme monnaie. Est-ce vrai ou pas? Parce que si vous me dites que parce qu'ils ont pris leur indépendance et que en allant du Togo jusqu'à la Mauritanie, vous avez pris la route et vous avez vu tout ce qu'ils sont en train de faire parce que il y a la flexibilité au niveau de leur monnaie, qu'ils peuvent ajuster les choses pour encourager qu'il n'y ait pas l'inflation. Est-ce que ils sont conscients que actuellement, au sein de la CEDEAO, ça ne va pas parce que il y a un groupe de 9 États là qui ne veut pas bouger. Alors, est-ce que vous pouvez me clarifier ça? Oui, bon, je dirais que ce sont toujours des informations, ça et là, je ne peux pas les attester ou autres. Mais ce que je vous donnerai comme exemple, c'est de prendre la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est dans la zone euro, mais elle a toujours gardé sa monnaie. Donc, tout dépend de ce que la Mauritanie veut revenir chercher dans la zone CEDEAO. Vous comprenez, aujourd'hui, par exemple, une force comme la force G5 Sahel a sa base en Mauritanie. Ça veut dire que la sécurité dans l'espace CEDEAO intéresse la Mauritanie ou bien a un impact sur la situation sécuritaire en Mauritanie. Donc, tout dépend de ce que la Mauritanie veut chercher en revenant dans l'espace CEDEAO. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Mauritanie fait des efforts et il faut aujourd'hui, comment dit-on, un marché pour absorber tout ce que la Mauritanie est en train de faire. Si la Mauritanie pense que la CEDEAO peut être dans son avantage, elle cherchera à revenir, mais avec ces conditions, tout comme on a vu ou entendu le Maroc qui voulait adhérer à la CEDEAO malgré l'incompatibilité géographique. Donc c'est une façon de vous dire que la Mauritanie peut avoir des raisons qui l'amènent vers la CEDEAO, mais elle ne viendra pas vers la CEDEAO pour retourner en arrière, mais elle viendra pour prendre ce qui peut l'aider à continuer par progresser. Et puisque s'agissant de la monnaie aujourd'hui, l'option n'est plus en 2020 la monnaie pour tout le monde, mais la monnaie pour ceux qui sont prêts, et quand les autres qui seront prêts viendront. Donc on peut toujours dire que la Mauritanie va préférer sa stabilité monétaire. Allô? Allô, après Tossou, nous avons notre auditeur. Allô? Bonjour Pierrot. Oui, c'est Taoufik. Oui, Taoufik. Allez, oui. Je salue l'invité et je le remercie pour son franc-parler également. Merci. Bon, en ce qui concerne la politique togolaise, bon, les choix aujourd'hui ne reflètent pas l'assentiment de la population. Quand vous prenez l'élection législative passée, les chefs de file de l'opposition sont partis à 4 députés. Et ce parti aux élections locales, vous avez vu le résultat. Maintenant, on demande le rassemblement de l'opposition. Or, le chef de file de l'opposition actuelle est d'accord avec cette façon que le pouvoir nous gouverne. Qui va rassembler l'opposition maintenant? Nous avons deux problèmes. Qui va rassembler l'opposition? Et tout ce qui se passe dans le pays, il ne dit rien. Comment est-ce que l'opposition va s'unir maintenant pour qu'en 2020, puisse avoir l'alternance? Et l'élection locale passée là, les gens n'ont pas voté. Franchement, moi j'ai été membre d'un bureau de vote. Dans mon bureau de vote, il y a 496 inscrits, c'est seulement 79 personnes qui ont voté. Comment est-ce que ça peut aller? Merci. Très bien, merci pour les deux questions, cher ami Taoufik. Qui va rassembler l'opposition togolaise? Merci Taoufik. Je pense que quand le PNP est arrivé, on a eu ces deux expressions désormais. Il y a le chef de file de l'opposition, il y a le chef de file de la mobilisation. Peut-être qu'on aura le chef de file du rassemblement bientôt, qui pourrait être incarné par quelqu'un d'autre. En fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, d'abord, quand on parle des résultats, j'aime être pragmatique. Les résultats tels qu'on les a aujourd'hui sont avérés. Pourquoi je dis sont avérés? C'est parce que des gens sont allés voter et on a eu ces résultats.
Est-ce que si quelqu'un me dit, par exemple, aujourd'hui, que le résultat qu'on présente, ce n'est pas celui qu'il a vu dans son bureau de vote, ça, je peux aller dans des débats. Mais si des gens sont sortis et qu'on a eu ces résultats, on fait avec, puisque la loi électorale ne nous demande pas un minimum de pourcentage de participation avant de valider une élection. Ça veut dire qu'il y a certains Togolais qui ont décidé de ne plus prendre part aux élections parce que peut-être le système électoral ne les rassure pas, ou bien parce qu'à l'avance, ils savent ce que ça va donner. Donc, à partir de ce moment, il faut juste qu'on se pose les bonnes questions en disant comment est-ce qu'on fait pour que tous les Togolais se mobilisent pour aller voter. Quand vous le prenez comme objectif, maintenant vous déclinez les plans d'action que vous faites et vous y allez. Maintenant, quand vous allez à une... Moi, je prends ces locales. Soyons sérieux. Déjà, je le disais la fois dernière, la loi sur la décentralisation, même le découpage, il est irréaliste. Irréaliste pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prendre une commune et dire que dans cette commune, on aura 11 élus en l'air. Parce que normalement, dans une commune, il y a des quartiers. Et normalement, chaque quartier devait avoir un conseiller municipal élu. On a voulu faciliter les choses en confondant les législatives au local. Et on a eu ces scrutins qui nous donnent des conseillers municipaux, mais qu'on ne sait même pas représentant quel quartier dans la circonscription, dans la commune. Donc, il y a déjà un problème de ce côté qu'il faut corriger. Vous allez de l'autre côté. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a eu des gens qui ont refusé d'aller aux élections alors qu'ils avaient 8 sur 17 membres à la CENI. Parce qu'ils disaient que ça ne garantissait pas. Si 8 sur 17, vous n'avez pas de garantie, et après où vous avez eu 2 par faveur, vous allez, je ne sais pas de qui on se plaint après. Il faut être conséquent dans ses choix. Et si vous n'êtes pas conséquent, ne soyez pas surpris de voir que les populations ne vont pas vous suivre parce que, vous savez, ce qui est intéressant aujourd'hui, les Togolais ont beaucoup de sources d'informations et d'analyses. Les Togolais écoutent des analyses un peu partout. Et bien évidemment, cela se répercute sur le jeu politique parce que les gens n'ont pas envie d'être les dindons de la farce chaque matin. Aujourd'hui, moi, quand je prends, le Togolais, il ne peut qu'être déçu parce que quand vous venez sur un plateau et que la plupart du temps, vous venez dire aux Togolais ce qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire, ils sont là depuis 50 ans, on est fatigué. Non. Le Togolais, il veut comprendre, par exemple, aujourd'hui, nous avons tel enjeu, la monnaie en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous, quand vous aurez le pouvoir, vous pensez qu'il faut faire par rapport à cette question de monnaie? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui par rapport à la sécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette affaire de sécurité? Il faut innover le débat. Le débat d'opposition qu'il y avait dans les années 90 où nous on était enfants, je suis désolé, ça ne peut pas prendre aujourd'hui. Il faut changer les CD, l'approche. Et ce n'est que comme cela qu'on peut mobiliser. Également, d'un autre côté, quand vous passez le temps à confondre élection locale et mandat national et vous dites aux gens, votez pour nous au niveau local pour la continuité du PND ou autre, ça veut dire que vous l'aurez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, si moi je suis conscient que quelqu'un est candidat dans ma circonscription et que lui-même il ne sait pas à quoi ça sert d'être un maire, pourquoi je vais aller m'aligner dans un bureau de vote et perdre mon temps pour voter pour lui? Les Togolais commencent pas à comprendre et il est évident que les Togolais se désintéressent de ceux qui s'amusent. Nous avons encore 15 minutes à passer ensemble avec les auditeurs. Je rappelle, les deux numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Notre invité du jour, c'est Madi Diabakate Mohamed. Il est politologue et essayiste. Il est Togolais. Il travaille également pour les Nations Unies. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Kokou, comment vous allez? Ça va très bien. Ok, vos questions. Je salue monsieur Diabakate. Salut monsieur Kokou. Bon, s'il peut, monsieur Pierrot, je voudrais demander à notre invité, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que tous ceux qui font des analyses sur les élections togolaises, les politologues, tous les analystes, il n'est pas temps qu'ils se tournent vers le pouvoir pour demander au pouvoir payer le courage d'organiser des élections transparentes pour ce peuple, au lieu de dire chaque fois que l'opposition ne fait pas si on a été aux élections dans ce pays, élections à 2 tours, le pouvoir a gagné un coup KO. On a fait 2 élections avec candidature unique, le pouvoir a gagné. On a tué plus de 500 Togolais. Tout ça là, on ne voit pas ça là pour demander aujourd'hui au pouvoir d'avoir le cœur pour faire
des élections transparentes pour voir celui que le peuple va choisir, au lieu de faire des élections truquées et on laisse ces élections, on laisse les résultats frauduleux passer, on fait comme si le peuple vote à ce pouvoir et que c'est l'opposition qui n'est pas organisée. On a compris cette partie de la question. C'est fini? Je vais poser une deuxième question. Ok, allez-y. Concernant les braquages qui se perdent dans notre pays aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas tourner les regards vers le pouvoir encore? Si on se rappelle, dans ce pays, on a trouvé des jeunes, que le pouvoir même a appelé nos jeunes. Ils sont là pour... ils sont des jeunes qui s'autodéfendent. Si ces jeunes, au moment où ils s'autodéfendent, si on leur donne des choses qu'ils peuvent utiliser pour traquer des gens, est-ce que ces jeunes ne peuvent pas utiliser ces choses en même temps? Bien, merci pour les deux questions. Merci Kokou, et rassurez-vous, nos analyses, elles sont destinées à tout un chacun et il revient à tout un chacun de prendre ce qui l'intéresse ou bien ce qui lui est utile. Et tout à l'heure, sur certaines questions, j'ai adressé des messages au pouvoir, tout comme j'en adresse à l'opposition. Tout dépend des questions qui me sont posées. Et au-delà de ça, moi je vais être un peu très simple envers vous. C'est-à-dire, vous savez, le pouvoir, il est dans un rôle, celui de rester au pouvoir. Et il mettra tout en œuvre pour que cet objectif soit atteint. Alors, si vous voulez le battre sur son propre terrain, il faut vous organiser en conséquence. Tout à l'heure, moi j'ai parlé de cette nécessité d'une candidature unique de l'opposition. C'est parce que je suis conscient et j'analyse le fait que pour pouvoir menacer ce pouvoir, il faut aller en rang organisé. Au-delà de ça, si vous êtes sûr que, si l'opposition est sûre de pouvoir mobiliser, de mettre un candidat devant, alors il pourra être en mesure de dire au peuple, cette année, j'ai mis un candidat devant pour faire l'affaire. Ce que j'attends de toi, c'est que tu n'ailles pas seulement voter pour retourner à la maison, mais vote et reste dans ton centre de vote jusqu'à la fin et au dépouillement. Et après, tu sécurises toi-même les résultats qui seront transférés. Vous imaginez un contexte comme ça, c'est juste un scénario que je vous donne et c'est des choses dont on peut en discuter sur les médias, on peut conseiller les gens, mais l'idée pour nous, c'est juste que si celui qui pense qu'on peut lui être utile, il peut toujours se rapprocher de nous pour exposer ses préoccupations et nous lui ferons nos propositions et nos contributions. Mais si également chaque fois l'opposition doit être victime, doit se faire victime, ou bien les militants proches de l'opposition doivent jouer aux victimes pour dire qu'ils sont face à un pouvoir qui a tout en main, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir combattre ce pouvoir, c'est tout. Il ne faut pas se leurrer sur cette question. Donc, nous essayons dans la mesure du possible de dire ce qui doit être, ou bien d'analyser ce qui a été fait et d'en tirer des conclusions. Je suis essayiste. J'ai au moins déjà 3 ouvrages sur les questions politiques au Togo et je me fais toujours le plaisir de le distribuer à toutes les personnes ressources pour qu'elles puissent quand même s'imprégner de ce que nous disons. Donc nous n'allons pas quand même maintenant courir après les gens pour leur dire écoutez-nous. S'ils veulent nous écouter, ils nous écouteront. S'ils ne veulent pas aussi, ils pourront prendre toujours les décisions qu'ils prennent pertinentes. En ce qui concerne le braquage, ce que moi je pense, peut-être c'est... Vous vous rappelez que après la première vague démocratique, tout ça là, il y avait eu ces genres d'insécurité à Lomé et il a fallu faire appel à Memen pour qu'ils reviennent réorganiser certaines choses. Donc, et ça justement c'était fait parce que l'appareil étatique était fragile et les gens voulaient envoyer les messages au chef de l'État et chacun déstabilisait ça et là. Si je vais faire une transposition, je dirais que c'est à peu près aussi la même chose. C'est juste que le général Yark est aujourd'hui cogné d'un peu partout pour montrer qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Maintenant, est-ce que ceux qui organisent ça sont en interne ou autre? C'est un autre débat. Je pense qu'il est assez affûté pour pouvoir y réfléchir. On va encore au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Tout d'abord, oui, c'est Médiocos. Médiocos. J'appelle de Adidou Gomé. Oui, allez-y. Oui. Tout d'abord, je remercie notre invité
Merci. Moi, j'aimerais intervenir par rapport au braquage. J'ai constaté un fait là, au niveau des banques. Quand vous allez à la banque pour prendre une somme importante là, on demande, on prend votre carte d'identité, on photocopie et qu'on garde. Alors que sur les cartes là, il y a même juste le domicile de l'intéressé sur la carte. Et même juste le numéro des mails. Il est coupé. Est-ce qu'il est... On l'a perdu, cet auditeur. Mais est-ce que vous avez perçu? Bon, j'ai perçu. Ce que je lui dirais, c'est normal que vous ne pouvez pas faire une transaction sans prouver votre identité. Cela fait partie également des exigences au niveau de la banque. Vous ne pouvez que laisser votre carte d'identité et les coordonnées. Maintenant, aujourd'hui, c'est à l'enquête de nous situer si les gens sont renseignés sur ces transactions à partir de la banque ou en dehors de la banque ou comment. Parce que il est vrai aussi que quand vous allez à la banque pour prendre 3 millions et autres, vous rentrez avec un sac vide et les gens vous voient sortir avec un sac qui a pris un peu de la forme. Bon, les gens peuvent quand même vous filer à partir de là. Et c'est là où j'insiste sur le fait aujourd'hui que nous devons trouver d'autres moyens de paiement que de le faire forcément en liquide. Parce que toutes ces affaires de transactions en liquide, excusez-moi, ça ne fait que concourir au blanchiment et aux faux frais et autres. Si quelqu'un veut faire une commande, je vais dans un magasin, je dis, ah ok, voilà, voici votre numéro de compte, faites-moi une facture normale et j'irai à la banque pour demander que cette facture soit payée sur votre compte. Je reviens avec le reçu. C'est ce qu'on fait dans la plupart des pays aujourd'hui. Même moi, je me rappelle, j'étais allé au Rwanda, j'ai pris un hôtel. Quand je suis arrivé, on me dit, ah, avant d'avoir accès à la chambre, vous l'avez réservé pour 3 jours, vous devez aller payer à la banque. Effectivement, je suis allé à la banque avec les informations, j'ai tout payé là-bas, je n'ai ramené que le reçu. Et bon, c'était relax, tout le monde était relax dans son coin. Il y a aussi les traditions dans nos pays. Oui. C'est que jusqu'alors, on a encore la tendance on a envie de tenir l'argent pour se sentir... Allô? Oui, allô? Est-ce qu'on a... Bonjour Pierrot. Oui, le dernier auditeur, oui. Bonjour Pierrot. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour. Et il a invoqué un cas qui concerne M. Tipi. Oui, on vous appelle comment? C'est Georges. Oui, Georges. Oui. Bon, est-ce qu'il est sûr que Tipi, en revenant dans ce pays, peut avoir la liberté? Bon, ceux qui sont arrêtés, est-ce que jusqu'à présent, ils sont libérés? C'est ma première question. Bon, la deuxième question, ça concerne les braquages. Bon, est-ce que tout ce qui se passe là, ce n'est pas du côté, ça ne penche pas du côté des forces de notre pays? C'est ma deuxième question. Bien, non, mais... un simple ne peut pas avoir l'arme sur elle. Une personne ne peut pas avoir l'arme sur elle et aller opérer de tel pareil. Georges, on a noté vos deux préoccupations. Ok. Merci Georges. Je dirais juste que vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais aujourd'hui dans cette situation, je pense que ce ne sont que des éléments de l'enquête qui peuvent nous situer exactement sur la nature de ceux qui posent ces actes. Et si jusqu'à présent, aujourd'hui, on est incapable de nous montrer au moins un d'entre eux, bon, il y a raison d'avoir des spéculations ça et là, mais je pense que les enquêtes seront les mieux placées pour nous édifier sur les auteurs présumés. En ce qui concerne la situation de M. Tikpi, j'ai essayé de parler tout à l'heure, le petit éveil que je comprenais, c'est de dire que aujourd'hui, je suis tenté de retourner la question en disant, mais si Tikpi n'est pas sûr de sa sécurité, nous, à qui il demande de nous mobiliser, est-ce qu'il est sûr de notre sécurité? Je pense qu'il faut aujourd'hui arriver à faire de la politique pragmatique. Moi, je dis le plus souvent aux gens que je suis d'une génération qui veut faire du concret et non qui veut suivre forcément des instructions ça et là. On veut faire le concret. Le pari à prendre aujourd'hui, c'est celui pour Tikpi de montrer à ce régime qu'il ne le craint pas. Si Tikpi est le premier à craindre ce régime
pour sa vie et se met en exil, comprenez que ceux qui n'ont pas l'envergure de Tikpi, des enfants comme nous aussi, nous avons peur de ce régime alors. Donc, il faut avoir toujours une conformité entre les actes et les propos. Aujourd'hui, pour faire face à ce régime, les Togolais seront plus enclins d'avoir un leader en face de sur le terrain, plutôt qu'un leader qui nous l'a fait comme Gilles Christ depuis des années et après a fini par décevoir. Donc, aujourd'hui, ce que je dis, Tikpi peut revenir au Togo. Si le pouvoir veut l'arrêter, que le pouvoir l'arrête et on appréciera tous ce que ça peut avoir comme répercussion. Si le pouvoir ne veut pas l'arrêter aussi, on appréciera. Mais rester dehors et continuer par lancer les mots d'ordre, excusez-moi, je ne suis d'accord que ce ne sont pas des enfants de cœur qui dirigent ce pays, mais pour faire face à ces gens qui ne sont pas des enfants de cœur, il faut également s'affirmer. La deuxième partie de la question, c'est également sur le braquage. Vous avez constaté quand même qu'on a eu beaucoup de questions. Ça fait partie de l'actualité, malheureusement. Oui, je suis un peu désolé de ne pouvoir pas donner vraiment des réponses parce que vous connaissez l'opacité qui entoure toute cette affaire et peut-être l'incapacité aussi dans la mesure où depuis, on n'a pas de solution. Donc, aujourd'hui, à mon avis, il faut que le chef de l'État puisse faire asseoir ses premiers responsables de la sécurité et leur demander de prendre leurs responsabilités. Il faut dire aussi que nous sommes en plein PND, Programme National de Développement. Oui, le Programme National de Développement, justement, si le volet sécuritaire n'est pas rassurant, si les gens qui ont des petits sous vont les voir partir en fumée, parce qu'il y a des petits malins qui se promènent en qualité de braqueurs dans les rues de Lomé, ça ne peut que freiner l'élan du PND. Raison de plus pour qu'ils puissent réagir le plus tôt possible et prendre des mesures fortes, surtout sur ce volet. Mercredi prochain, la Cour constitutionnelle, non plutôt la Cour suprême, va se prononcer en dernier ressort sur les résultats des élections municipales. Que va-t-elle dire? Non, elle ne dira rien d'exceptionnel. Sinon, peut-être réajuster les chiffres que la CENI a donnés et dont l'addition donne autre chose à l'addition qu'ils ont présentée. Elle va peut-être également dire à ceux qui ont fait des recours qu'ils n'ont pas mis les éléments les plus convaincants pour motiver ce recours. Et peut-être elle va juste officialiser maintenant la nouvelle génération d'élus locaux qui ne sont plus nommés. C'est ça le véritable, disons, la solennité qui viendra de ce qui se fera le mercredi. Mais je n'attends pas une révolution de la Cour suprême par rapport à l'issue des résultats tels qu'on les connaît de façon provisoire aujourd'hui. Est-ce qu'il ne va pas falloir simplifier les choses, puisque de plus en plus en Afrique, les résultats donnés par les commissions électorales, que ce soit Sénat au Bénin ou la CENI au Togo ou ailleurs, la CEN, ces résultats-là sont confirmés par la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Est-ce qu'il va falloir simplifier les choses tout simplement? Oui, la vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la marge de manœuvre dont disposent nos organes de gestion des élections. Vous avez vu un peu les émissions sporadiques du ministère de l'administration dans le fonctionnement de la CENI. Vous avez vu un peu la limite de la CENI qui ne peut que donner des résultats provisoires qui doivent être labellisés suivant les élections, soit par la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, c'est plutôt s'interroger sur nos organes de gestion des élections et voir quelle marge de manœuvre nous leur donnons concrètement. Et ce que j'ai déploré d'ailleurs dans ces élections, c'est qu'on gaspille tout cet argent au niveau des CELI pour que ces gens ne fassent qu'office d'agents de comptabilité qui transfèrent des résultats vers la CENI. Donc ça veut dire que même au niveau de ces administrations, il faut revoir les choses. Il faut restructurer nos organes de gestion des élections. Il faut leur redéfinir leur plénitude, leur indépendance. Elle est dans quoi et par qui? Il faut vraiment que ces choses soient clarifiées. Sinon, le reste ne serait que du formalisme et du protocole. Madi Diabakate Mohamed, politologue et essayiste togolais, merci d'être venu. Cette émission, elle s'achève ainsi. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.